C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Paul Morand, 1888-1976. Œuvre, L'homme pressé, roman, 1941. Personnage, Pierre Niox. Adaptation, L'homme pressé, film d'Édouard Molinaro, 1977, le rôle de l'homme pressé étant interprété par Alain Delon. Film du même titre par Xavier Graal en 2005. Dans les périodes banales ou neutres, la plupart des livres de littérature peuvent être jugés en dehors de leur contexte. Qu'importe si le coup de dé de Mallarmé a été publié sous Félix Faure ou sous Nabucodonosor. Évidemment, ceci n'est pas tout à fait exact car toute littérature sérieuse se situe et cherche à se situer dans l'histoire littéraire et un poème de désarticulation de la prosodie tel que le coup de dé n'a pas du tout la même ampleur selon qu'il vient après le Parnasse ou après le surréalisme. La situation devient plus compliquée quand un pays est en guerre. On sait bien que 1917 a été, alors même que des centaines de milliers de soldats étaient blessés, mutilés ou tués au front, une année d'effervescence artistique sans complexe à Paris. Mais enfin, même si on donnait parade au Châtelet, il y avait surtout quantité de livres et de spectacles patriotiques qui faisaient beaucoup plus de bruit. De plus, on pouvait être d'avant-garde artistiquement sans être d'arrière-garde au front. Apollinaire était nationaliste et belliciste et en même temps ami de toute nouveauté en art. Et puis, il y a une guerre plus particulière que les autres, en tout cas pour la France. La Deuxième Guerre mondiale, l'occupation et la façon dont trop de Français se sont tenus, sans même dire que cela a peut-être irrémédiablement blessé un pays qui ne ferait que se survivre, entraîne que l'on ne peut lire les livres de littérature publiés à ce moment-là comme s'ils l'avaient été normalement, surtout quand ils portent des jugements sur les hommes ou la façon de vivre de leur temps. Paul Valéry peut publier tel quel en 1941. Ce sont des pensées sur des sujets intemporels et la pensée intemporelle ne doit pas être tue dans les temps terribles, cela les rendrait encore plus terribles. Le jugement des jugeurs peut être légitimement plus dur et d'ailleurs les jugeurs l'acceptent. Paul Morand, dans L'homme pressé, qu'il a publié chez Gallimard cette même année 41, a des remarques persifleuses sur les Juifs, alors même que le statut des Juifs avait été promulgué par Vichy et qu'il s'en prend ainsi non seulement à une minorité, mais à une minorité vaincue. Morand a été, on le sait, l'homme pressé de collaborer. Cela n'empêche pas que son personnage de Pierre Niox, c'est lui l'homme pressé, ait apporté dans la fiction une sensation nouvelle. La littérature française, dont les sujets ne s'étaient pas tellement renouvelés depuis le réalisme et le naturalisme qui avaient fait entrer la sexualité dans la fiction, est sortie du lit avec Morand. Elle a pris des voitures et monté dans des avions, et les nouvelles et les romans de Morand ont été la feuille de surveillance qui révélait le pouls accéléré de la nouvelle société. Si je dis pouls, ce n'est pas dans une simple intention métaphorique, le personnage de Pierre Niox est cardiaque. Qui est Pierre Niox, l'homme pressé ? Pour en parler, je reçois Pauline Dreyfus, qui publie ces jours-ci une excellente biographie de Paul Morand, chez Gallimard, et préface une anthologie de textes du même Morand. J'ai au moins eu 100 chats dans les cahiers rouges, chez Grasset. Pauline Dreyfus, avant de passer au personnage de l'homme pressé, je voudrais que nous revenions un instant sur l'importante question de la période de publication. Non seulement, je le disais, Morand a publié ce roman en 41, mais il y a eu une prépublication dont vous parlez dans votre livre, dans un journal étrange. Dans la Gerbe. Paul Morand est rentré de Londres l'été 40. Il dirigeait la commission économique du blocus. Arrive l'invasion de la France. Et il passe à côté de son destin, puisque le général de Gaulle est là, pour d'obscures raisons de préséance. Il ne le rencontre pas et il file à Vichy pour demander ce qu'on veut bien faire de lui. Cette démarche qui est faite sans aucune autorisation de sa hiérarchie est considérée comme un abandon de poste. On le met d'office à la retraite. On est même obligé de changer le règlement du Quai d'Orsay, parce qu'il n'a pas encore l'âge légal, il a 52 ans. Et Pardonnez-moi, Pétain est déjà au gouvernement à ce moment-là ? Absolument, on est en août 40. Il arrive le 1er août 40 à Vichy, et avant la fin du mois d'août, il est révoqué par sa hiérarchie.
Il se retrouve donc début septembre à Paris, complètement désœuvré, et il poursuit ce roman, L'homme pressé, qu'en fait il avait déjà plus ou moins commencé à Londres. En tout cas, il avait l'ébauche d'un roman sur ce sujet-là. Il me semble que dans votre roman, vous dites qu'il l'a écrit entre novembre 40 et mars 41. Alors, c'est ce que lui dit, met comme date à la fin du roman. Mais il triche un petit peu, et il a déjà en tête le roman. Je pense qu'en effet, l'écriture elle-même s'est faite au cours de ce premier hiver parisien, hiver d'occupation, hiver assez triste, en fait, même si les Morand sortent beaucoup. Et roman qui tout de même est très déconnecté de l'actualité. On va en parler, mais parlez-moi de sa prépublication dans La Gerbe. Qu'est-ce que c'est que La Gerbe ? La Gerbe est un journal collaborationniste, comme on disait, en tout cas dirigé par des gens que le tandem Pétain-Laval ne fait absolument pas frissonner. Du reste, souvenez-vous qu'à ce moment-là, fin 40, Laval est président du Conseil. Il va partir le 13 décembre. Qui sont les directeurs de La Gerbe ? De mémoire, c'était Alphonse de Chateaubriand. Voilà. Alors, on le reprochera beaucoup à Morand, mais là, pour le coup, je pense qu'on lui fait un mauvais procès parce qu'il n'a pas été le seul à prépublier dans La Gerbe. Colette l'a fait, Macorlan l'a fait, Lacretelle l'a fait aussi. Pardon, Pauline Dreyfus, mais c'est pas parce que d'autres l'ont fait que c'est excusable. Naturellement. Mais je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus indigne dans ce qu'il a pu faire. Voilà. Il était très ami avec Laval. D'abord très ami avec la fille de Laval. C'est comme ça qu'il a connu le père. La fille de Laval qui s'appelle Josée de Chambrun, elle avait épousé un avocat franco-américain qui descendait de Lafayette. La rencontre est amusante parce que José Laval, en 35, fait une tournée aux États-Unis avec son père. Et pour préparer son voyage, elle lit le New York de Paul Morand. Elle admire beaucoup le livre et elle écrit son admiration à l'auteur du New York. Il lui répond et s'ensuit une amitié de plus en plus importante. Amitié qui, de toute façon, n'est pas tout à fait désintéressée de la part de Paul Morand, qui a toujours en tête son avancement administratif. Et à partir du moment où Laval revient au pouvoir, donc en juillet 40, est nommé chef du gouvernement par Pétain, la fille va devenir évidemment extrêmement précieuse. Et au fond, pour toucher Laval, il faut passer par la fille, ce qu'a très bien compris Paul Morand. Et quand il va être réintégré dans l'administration, en 42, c'est en avril quand Laval revient au pouvoir. Alors on parle beaucoup, et souvent à juste titre, de la modernité de Morand, et c'est une chose intéressante car il y a là, et au moment, à mon avis, de L'homme pressé, un conflit chez lui, et les conflits c'est toujours intéressant. C'est un homme qui décrit la modernité, Dieu sait, et qui est d'un archaïsme total en politique. Et il écrit ce livre-là et il ne fait pourtant pas partie des écrivains campagnards exaltés par le régime, comme mettons Henri Pourrat qui a eu le prix Goncourt l'année même où où Morand publie son livre en 41. C'est toute la trajectoire de Morand qui est un invraisemblable retournement de caractère. C'est-à-dire que dans sa jeunesse, c'est un homme tolérant, c'est un homme moderne, il fréquente l'avant-garde, ses amis sont juifs et il s'en fiche, ses amis sont homosexuels, il s'en fiche tout autant. Et puis, va y avoir une crispation de son tempérament au point qu'il va adhérer aux valeurs prônées par le régime de Vichy. Travail, il a toujours détesté travailler. Famille, il en a jamais vraiment eu. Et patrie, c'est un cosmopolite. Donc, cet homme va faire un virage vraiment à 360 degrés, qui est extrêmement curieux et qui est principalement motivé par son souci de rester proche du pouvoir, de ne pas se mettre en rébellion. Voilà. Alors vous citez dans votre biographie de Morand, Pauline Dreyfus, un article assez stupéfiant dans ce sens-là du Figaro, un article non seulement ridicule, mais qui paraît très contradictoire avec ce qu'il était. C'est un article où il expose les bienfaits de l'occupation avec les arguments suivants: retrouver des soirées studieuses, le lit à 9h, l'adieu au jazz, et je passe le rajeunissement par la cuisine sans beurre alors qu'il n'y avait plus de beurre. Comme si c'était son genre. Comme si c'était son genre et comme si c'était de bon goût de dire des choses pareilles. Oui, non mais absolument. Il s'est rallié au régime, il en a presque fait un peu trop. Alors arrivons-en au personnage de l'homme pressé. Pauline Dreyfus, dites-moi à quoi ressemble physiquement Pierre Niox. Pierre Niox est mince, il est pas très grand,
mais c'est surtout, à beaucoup d'égards, un double de Paul Morand lui-même. Il y a une chose qu'on ne dit jamais, et moi qui m'a frappée, quand j'ai relu L'Homme pressé en écrivant cette biographie, c'est que Pierre Niox est antiquaire de son état. Et c'est une espèce d'oxymore, non ? D'oxymore moral, c'est-à-dire c'est un homme hâtif, pressé, archimoderne et qui est antiquaire. Et qui est antiquaire, mais Morand lui-même est quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge, aimait ce qu'il appelait bibloter. Et il a passé sa vie de voyage, à acheter des choses. Tout jeune, quand il a son premier poste d'ambassade et qu'il est attaché à l'ambassade à Londres, il va tous les dimanches au marché aux puces, où il se ruine, ce qui fait que immanquablement, il demande de l'argent en plus à ses parents, qui n'en ont pas beaucoup. Et puis, il est heureusement aidé par des maîtresses anglaises très généreuses avec lui. C'est l'époque où il a un petit côté gigolo, hein. Il se fait offrir ses tailleurs à Savile Row. Mais quand il est au Siam, il rapporte des statues volées. Il adore les maisons, il adore meubler les maisons, il en a plusieurs. Et Pierre Niox, c'est Paul Morand de ce point de vue-là. La scène initiale où Pierre Niox, enfin au deuxième chapitre, repère cette maison dans le Midi, une mystérieuse maison, parce qu'il la survole en avion, et il va rouler un train d'enfer pour aller l'acheter à un vieillard mourant, c'est tout à fait... Paul Morand aurait pu le faire. Alors Paul Morand a eu une maison dans le Midi, à Villefranche-sur-Mer, qu'il a adorée pendant 15 ans. Est-ce qu'on sait pourquoi il a choisi ce nom de Niox, qui est un nom assez bizarre? Est-ce que ça aura un rapport avec la nuit? Est-ce qu'il en a jamais parlé? On a l'idée que ça vient d'une contraction entre l'oxygène et la nuit. Mais on n'a pas beaucoup d'idées très précises. Alors, j'en parlais au début, il y a une chose assez stupéfiante, ou pas d'ailleurs, de la part de Morand, c'est qu'au début, ce Pierre Niox, qui est donc très impulsif et qui se compare lui-même à une panthère sautant sur un moustique, rencontre un médecin qui est un médecin juif, à qui Morand donne un nom grotesque de juif, et il y a des phrases comme « Mais il était habitué aux juifs qui, en vous parlant, ont toujours l'air de faire une commission ou une confidence ». Mais même si on admet la généralité, quand il dit, le narrateur, donc Morand, dit à ce moment-là de ce médecin juif qu'il a le nez en crosse d'évêque, c'est une provocation. C'est-à-dire que c'est dans la continuité de France la Douce. C'est exactement le même ton. France la Douce ? France la Douce, c'est un roman publié par Morand en 1934, qui est une satire des milieux du cinéma, qui est, comme chacun sait, très occupé par beaucoup de producteurs juifs allemands. Il a été écrit à une époque où en fait beaucoup de juifs fuient l'Allemagne d'Adolf Hitler. Morand est en train de basculer dans une espèce de méfiance du régime républicain, notamment le 6 février 34 a été un moment assez important pour lui, et France la Douce, que lui-même considérait comme une pochade et qui est pas un très très bon roman, va lui valoir un procès en antisémitisme après-guerre. Parce que des phrases telles que celles que vous citiez au début de L'Homme pressé, on en trouve toutes les pages dans France la Douce. Bien sûr, mais ce que je trouve ça encore plus frappant, dans France la Douce, c'est un roman de quelle année? 34. 34. Ça n'est pas bien, mais en 41, quand le statut des Juifs vient d'être passé et que le pays est occupé, c'est pire. C'est pire, mais quand vous lirez le journal de guerre de Paul Morand qui va jusqu'à 1943 et que vous pourrez y lire que les Juifs sont des asticots ou des microbes. Qui va être réédité. Toutes les 4 lignes qui est réédité en même temps que ma biographie. Et là, on est en 42-43, donc vraiment au cœur de la guerre. Donc, il a pas bougé d'un iota, Morand, sur ce point-là. D'ailleurs, c'était un homme à généralité. Il fonctionne un peu comme était Balzac, d'ailleurs, avec peut-être moins de bienveillance. Il fonctionne beaucoup par essentialisation et généralité, parce que Niox, donc, dans cette Chartreuse médiévale qu'il survole, d'ailleurs, vous le disiez au début, c'est un roman complètement irréel, c'est-à-dire que ces gens prennent des avions et des voitures alors qu'il n'y a plus d'essence en France, enfin bon. Donc en tout cas, il y a là une famille d'origine Becquet et évidemment les Becquet sont indolentes et paresseuses. Ah bah ça c'est merveilleux et c'est un des grands charmes de L'Homme pressé, c'est la famille Boisrosé avec cette mère abusive qui est avec 3 filles complètement indolentes, qui les tient sous sa coupe, qui ne supporte pas qu'elles se marient, parce que Morand d'ailleurs les compare à des palétuviers, ces filles de la famille Boisrosé, c'est-à-dire qu'au fond leurs racines sont tellement profondes et tellement solides qu'elles ne quittent jamais le nid familial. Et évidemment, c'est aussi le côté proustien de cette histoire, c'est que Pierre Niox va tomber amoureux précisément d'une femme qui n'était pas son genre, parce que Edwige de Boisrosé,
l'une des trois sœurs, est tout ce que déteste Pierre Niox. Elle traîne au lit, lui fait 10 choses par jour et même 10 choses à la seconde, et il va tomber amoureux d'elle. Alors, il y a une chose, vous venez de citer son prénom, intéressante d'ailleurs chez Morand, c'est que cette femme s'appelle Edwige, il s'appelle Pierre. Il me semble qu'on remarque là le goût de Morand de donner à beaucoup de ces personnages féminins des prénoms à la fois archaïques et hiératiques. Je pense par exemple à Irène dans les Oui, c'est Irène. Et les prénoms masculins ne sont jamais assortis, comme s'il s'agissait de marquer une distance irrémédiable entre les sexes. J'ajouterai un autre exemple, c'est Clotilde dans Les 4 et ses chiens. Aussi. Oui. Et d'ailleurs, Pierre Niox, dans le livre, se marie et ça ne l'apaise pas du tout. Ça ne l'apaise pas du tout. D'ailleurs, le mariage lui-même est un événement qui est mentionné en une phrase. Il essaye de changer, il a promis à Edwige qu'il changerait, et au fond, il en est incapable. Et tout va se cristalliser sur la grossesse d'Edwige. Malheureusement, pour Pierre Niox, il faut 9 mois pour faire un enfant, et il trouve ça insupportablement long. Il veut accélérer l'accouchement. Il lui demande d'aller voir un médecin pour qui ferait naître l'enfant au bout de 7 mois. Elle est évidemment horrifiée. Elle le quitte et elle rentre dans sa famille. Et au fond, tout au long du roman, tous les gens qu'il a aimés le quittent. Son associé l'a quitté, le maître d'hôtel, qui est très amusant, l'a quitté, et sa femme le quitte. C'est un égoïste pur. Au tout début du roman, il est qualifié ainsi, massacrant inutilement les choses, les amitiés, les boîtes de chocolat. Bien sûr. C'est un égoïste. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que pour les femmes, au fond, les femmes aussi, l'acte sexuel, ça doit être consommé aussi vite que le reste. Et je dis consommé à dessein. Voici ce que dit lui-même Niox. Il n'y a pas de raison pour qu'un train de plaisir ne soit pas aussi un train exprès. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand vous lisez bien le roman, vous vous apercevez que à la nuit de noces, il y a eu une nuit de noces, et point final. Et Edwige tombe enceinte à la suite de cette nuit-là, et Morand dit que Niox a été d'une telle gaucherie qu'en fait, elle n'a plus eu envie de recommencer. Donc c'est aussi un échec sexuel. C'est un robot, et son goût de la vitesse est une névrose au fond, parce que c'est ça que dit Morand. La vitesse extérieure qui est trahie, une vitesse intérieure, devient une maladie, au fond, même une maladie. Mais lui, de il l'âme. le refuse, puisqu'au début, quand il rencontre le médecin pense qu'il est malade, et lui, il dit « je suis sain ». Je suis sain, c'est les autres qui sont malades, en fait. Il dit, le drame de ma vie, c'est que je galope dans un monde qui trottine. Donc, ce sont les autres qui ont tort, et pas lui. Et c'est intéressant, c'est une caricature de personnage, évidemment, Niox. Mais c'est le message de Morand est très intéressant. Et en fait, Morand avait écrit un article très intéressant qui s'appelait De la vitesse, quelques années plus tôt, en 1935, qui a été repris dans un recueil qui s'appelle Papier d'identité. Et déjà, il notait que la vitesse, c'est pas que le progrès. C'est pas qu'un mieux dans l'existence, et qu'il faut savoir s'en méfier. Et il y avait une dernière phrase qui était très frappante. Il disait: aimons la vitesse, qui est le merveilleux moderne, mais vérifions toujours nos freins. Nous allons entendre un extrait de la sonate en ré mineur pour violoncelle et basse continue de Michel Corrette. Elle est interprétée par l'ensemble Musica Altarip. Pauline Dreyfus, à propos de ce personnage de Pierre Niox dont nous parlons dans ce personnage en personne, vous faisiez tout à l'heure la référence à France Ladouce, vous contredisant vous-même un peu, me semble-t-il, parce que vous avez dit précédemment que Morand avait changé à un certain moment et qu'il était devenu le contraire de ce qu'il était. Mais vous avez vous-même cité France Ladouce qui était donc des années 30, mais les stéréotypes chez Morand sur les gens différents, et en particulier les Juifs, on l'a dit dans France Ladouce, mais aussi les Noirs, Magie Noire qui est un recueil de nouvelles de 1928,
Il y parle aussi des Noirs avec, au fond, une condescendance assez bourrée de stéréotypes, même s'il s'intéresse à des choses nouvelles. Mais c'est pas du tout la ligne, mettons, de Blaise Cendrars, qui avait publié en 21 sa célèbre anthologie Nègre, qui était le premier recueil de contes noirs réalisé par un blanc. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que Morand, on dirait que Morand supposait capter la modernité, le faisait toujours un peu en retard, un peu comme s'il vérifiait que le public y avait été habitué pour pouvoir y aller commercialement, en quelque sorte. Bien sûr, et c'est intéressant ce que vous dites parce que le premier qui a noté ça, c'est Robert Brasillac, qui a eu les idées politiques que l'on sait, mais qui était par ailleurs un excellent critique littéraire. Et il a publié un livre en 1936 avec plusieurs chapitres sur différents écrivains de l'époque. Et celui sur Morand était extrêmement critique. Et le titre de ce chapitre, c'était Paul Morand ou ceux qui se démodent. Et d'ailleurs, la vitesse en littérature, qui évidemment lui appartient en grande partie, il ne l'a pas complètement inventé non plus. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-il inventé dans les années 20 ? La vitesse et les instruments de la vitesse existaient avant. Et je voudrais qu'on parle un instant d'un étonnant livre d'Octave Mirbeau qui s'appelle La 628 E28 et qui est probablement le premier roman où un bon écrivain français utilise la voiture presque comme un personnage. Alors, malheureusement, je n'ai pas lu ce livre, mais c'est intéressant parce que j'ai vu que 25 ans avant L'Homme pressé, puisque c'est 1907, me semble-t-il, Mirbeau a la même idée de faire un voyage en automobile et d'analyser les sensations procurées par la vitesse. Et au fond, il en fait la même analyse que Morand, si j'ai bien compris, c'est qu'à un moment donné, la vitesse amoindrit la perception des choses et finalement elle est trompeuse et que la seule vitesse qu'on peut avoir, elle est intérieure, elle n'est pas forcément extérieure. Alors il y a une chose importante à dire de Pierre Niox, Pauline Dreyfus, de cet homme pressé dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, c'est que il est cardiaque. Et c'est une chose très importante dans le livre. Il est cardiaque et il va avoir une première alerte cardiaque alors qu'il est en avion à New York. Et lui met ça sur le compte de la vitesse de l'avion, de l'élévation. Et puis il va consulter le fameux docteur Regenkrantz qu'on avait rencontré au début du roman, qui là va lui faire des examens et qui va lui annoncer que non seulement il est cardiaque, mais que la prochaine attaque sera fatale. Et à partir de cet entretien, il sait que la mort est là. La mort c'est l'épée de Damoclès. Il n'ose plus sortir de chez lui. Il n'ose même plus dormir dans son lit de peur d'y mourir. Il vit à pas compter en attendant la naissance de cet enfant et en se disant il faut au moins que j'arrive à tenir jusqu'à la naissance de l'enfant. Voilà. Et c'est très beau cette fin en fait, parce que d'abord il ne meurt pas à la fin du livre, on ne le voit pas mourir, mais il va se traîner vraiment à la clinique le jour où on le prévient que l'enfant, qui est une petite fille, est né, et au fond il va faire demi-tour devant la porte de la chambre. Il va à quoi bon aller à sa rencontre. Voilà, à quoi bon ? Il va l'entendre gémir, il va entendre un cri d'enfant, et il se dit, ça y est, le passage de témoin a eu lieu, je peux m'en aller. Il fait demi-tour et il part. Et donc c'est assez fort de la part de Morand, parce que je pense que ça aurait été une facilité de voir mourir Pierre Niox. Et là, nous savons tous qu'il va mourir, mais on nous fait l'économie de cette scène-là. D'ailleurs, dans le fait qu'il soit cardiaque, je crois qu'il emploie l'expression angine de poitrine. Non, oui, absolument. Est-ce qu'il n'entre pas dans cette maladie une part de jugement de Morand ? De jugement sur son héros ? Oui. Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire qu'il a peu de cœur. Oui. Oui. C'est peut-être un autre point commun avec l'auteur du livre. Oui, dont la sécheresse de cœur n'est pas très mystérieuse. Oui, est évidente, bien sûr. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que Morand est un bon nouvelliste, parce que c'est un auteur d'histoires saccadées, très rapides et qui vont vite, mais quand il s'agit de s'attarder sur un personnage, c'est-à-dire de l'aimer, il faut même, et d'ailleurs même au fond, la haine est une forme d'affection, il a beaucoup de peine à l'avoir. Absolument, tout à fait d'accord. Ouais. Mais L'Homme pressé est un roman qui a très bien marché quand il est sorti, et le public a beaucoup aimé cette histoire, parce que je pense que ça sortait tellement du contexte de la guerre, qui était un contexte de privation et de difficulté. L'Homme pressé a eu beaucoup de succès. Niox emploie, relativement à lui-même, le mot d'érétisme. Il parle d'érétisme bienfaisant. Alors, dans le sens figuré, tout le monde sait que l'érétisme est une passion portée à son plus haut degré, mais Niox l'emploie, lui, dans le sens médical, c'est-à-dire l'exaltation des phénomènes vitaux d'un organe. Il y a une espèce de vitalisme comme ça, presque, pour simplifier, nietzschéen,
dans l'idée que Niok se fait de lui-même. Oui, et là encore, moi, il me fait penser à Morand. Morand, que décrivait quelqu'un qui s'appelle Henri Muller, qui travaillait avec Bernard Grasset, a écrit un très joli livre de souvenirs. Et il raconte Morand dans les années 30, arrivant chez Grasset, en coup de vent. Il déjeunait avec lui, et quand l'un était encore en train de manger l'entrée, Morand était déjà au café. C'est exactement Pierre Niok, c'est vrai, voilà. Et au fond, Morand passait à côté des gens, parce qu'aucune conversation n'était possible dans ces conditions-là, et tout le monde se souvient d'un Morand taciturne à force de rapidité. On le voit dans un entretien avec Pierre-André Boutan dans Océanique, où, évidemment, moi j'ai pas connu Morand et je l'ai jamais vu qu'à la télévision, où, au contraire, cet homme si pressé est là, posé comme un coffre de banque, ne bouge pas, est très figé. Alors ça, c'est à la fin de sa vie, c'est en 71. Il a la chemise jaune pétard, Ouais. les rhododendrons sont bleus, et le gazon est très vert. Et là, il prend le temps de raconter les choses. Mais ça, c'est le Morand de la toute fin. Alors, on dirait qu'avec ce personnage de Niox, Morand médicalise ce qu'il avait aimé pour le renier. C'est-à-dire qu'il donne à ce personnage une explication médicale qui, voilà, l'angine de poitrine, le cœur, et je me demande si le personnage de Pierre Niox ne serait pas la concrétisation par un personnage de la reddition littéraire totale de Morand au pétainisme. Dans le sens où c'est son repentir, où il abandonne avec Pierre Niox complètement son passé de les voitures, la vitesse, New York. Vous voulez dire que c'est un ultime clin d'œil à ce qu'il a été et à quoi il va renoncer? Je dirais que c'est le reniement de ce qu'il a été parce qu'il le médicalise. Il éprouve le besoin de dire c'est une maladie. Oui, c'est pas bien et on en meurt. Oui. C'est possible, c'est intéressant, j'y avais pas pensé du tout. Mais est-ce qu'au fond, vous disiez vous-même tout à l'heure, et je l'ai dit, que Morand était un cosmopolite, mais était-il si cosmopolite que ça? Est-ce que son cosmopolitisme n'était pas simplement une forme de mondanité? Oui, c'est vrai, et puis il a beaucoup voyagé, mais il ne s'est jamais attardé. C'était des sauts de puce, les voyages de Morand. Il passait 3 jours à droite, 3 jours à gauche. D'ailleurs, il disait, une ville, on la comprend, il faut 2 jours ou toute une vie pour la comprendre. Et lui, c'était plutôt 2 jours. Rien que la Terre, c'est un livre qu'il a écrit après un voyage en Asie. C'est un voyage qui a duré 1 mois et demi. Il a vu vite et mal, pour reprendre la devise de Pierre Niox, les choses. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est pas un cosmopolite, et son cosmopolitisme se manifeste plutôt dans ses fréquentations mondaines, où au fond, il adore les grandes familles grecques, russes, anglaises, enfin, etc. Oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est un voyageur. Enfin, ce fut un voyageur, en tout cas. Avant les années 30. À partir des années 30, il se sédentarise, il reste à Paris, pour des raisons sentimentales, tout simplement, parce qu'il a des attaches parisiennes. Pauline Dreyfus, que vous a appris le personnage de Pierre Niox, l'homme pressé? C'est pas tellement le personnage que le roman qui m'a appris des choses. Je trouve que c'est un roman qui vieillit quand même très bien, que je relis à chaque fois avec bonheur. Et je trouve qu'il y a des dialogues très fins, très drôles, des formules comme sait les écrire Paul Morand. Et au fond, on peut le lire encore aujourd'hui. C'était Personnage en personne, le 129e. La semaine prochaine,